Alors nous, ce qu'on a immédiatement dit, c'est qu'il faudrait prendre le temps pour tirer précisément toutes les analyses de ce qui s'était passé, de l'enchaînement des processus, prendre le temps nécessaire pour justement avoir un retour d'expérience qui puisse bénéficier à l'industrie nucléaire dans le monde et en France en particulier. Maintenant, les premières analyses qu'on a pu faire quand même, c'est que par le passé, TEPCO avait été pris plusieurs fois la main dans le sac pour avoir falsifié des rapports de sûreté, des comportements qui sont extrêmement graves, qui ont amené d'ailleurs à des démissions il y a déjà plusieurs années. D'autre part, on sait qu'il y a un an, il y avait aussi une démission parce que des personnes avaient alerté pour dire que les digues qui protégeaient la centrale n'étaient pas assez hautes et qu'en cas de tsunami qui était probable dans la région, il pourrait y avoir des problèmes. Alors bien entendu, on ne fait pas un lien direct entre la propriété de l'entreprise et la sûreté, puisqu'on a très bien vu qu'avec Tchernobyl, on pouvait avoir des incidents, même avec une entreprise de propriété publique, j'allais dire. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'une entreprise privée a des intérêts qui sont contradictoires avec la sûreté et avec une politique industrielle long terme digne de ce nom au service de tous les citoyens. L'industrie nucléaire est une industrie qui doit être extraite des lois de libéralisme et de la concurrence, puisque ça doit être un secteur qui doit être mis sous maîtrise publique. À partir des années 91, il y a eu une politique d'externalisation massive dans le domaine de la maintenance du nucléaire, avec une analyse d'une part que ça ferait baisser les coûts et d'autre part que ça permettrait d'externaliser les doses qui seraient reçues par les salariés. Donc on était à 20% de sous-traitance dans le domaine du nucléaire pour la maintenance des centrales à cette époque-là, et on est passé à des chiffres qui sont très importants, puisqu'on arrive maintenant à des chiffres de l'ordre de 80%. La première question, naturellement, c'est la question des conditions de vie, de travail de ces salariés-là, qui sont bien souvent bien moins protégés, j'allais dire, que les salariés des entreprises qui ont un statut particulier. L'objectif est de dire que le facteur humain est une question essentielle dans le domaine de la sûreté. Donc on peut prendre d'autres exemples, mais qui peuvent s'adresser aussi bien, j'allais dire, aux sous-traitants qu'aux salariés. Quand on met une pression pour avoir des arrêts de tranche qui durent le moins longtemps possible, parce que naturellement ça coûte, il est bien évident qu'on peut être amené à faire un travail qui est plus bâclé. On le voit par exemple dans le domaine du nucléaire, on peut être amené à travailler suivant des normes qui demandent de réfléchir avant de faire une intervention pour imaginer toutes les situations dans lesquelles on va pouvoir intervenir et essayer d'imaginer les situations où on va être le plus performant, où on prendra le moins de doses possible et ainsi de suite. Or, quand on nous demande de faire le plus vite possible, quand on est sous la pression, que ce soit un salarié sous-traitant ou un salarié, j'allais dire EDF ou RFA, on travaille forcément moins bien. Et il se trouve que les sous-traitants, là on a le lien avec le statut. Comme ils ont un statut de moins haut niveau que les salariés des entreprises EDF, Areva ou CEA, ils sont beaucoup plus soumis à cette pression. Quand on sait que c'est des salariés qui ont des CDD, qui sont parfois intérimaires, qui vont de site en site, qui ne savent pas demain sur quel site ils vont travailler ou même s'ils vont continuer à travailler dans cette entreprise, il est bien évident qu'on imagine que cette pression, ils vont la prendre encore plus de plein fouet qu'un salarié, j'allais dire, des entreprises d'industrie électrique et gazière. C'est pour ça que nous réclamons que tous les salariés dans le domaine du nucléaire aient un statut de haut niveau, qu'ils puissent exercer ce travail dans des bonnes conditions, entre autres en termes de suivi médical, en termes d'intervention et tout ce qui peut s'en suivre. On se rend compte qu'en externalisant, j'allais dire à outrance, la maintenance dans le domaine du nucléaire, les entreprises sont arrivées un petit peu au bout de leur raisonnement, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à un point où on a une perte de compétences en interne et en externe, à tel point qu'elles ont été obligées elles-mêmes de faire la même analyse que la CGT et de commencer à réinternaliser certains métiers.